Bonjour. Merci de venir partager avec nous cette première, puisque c'est la première fois qu'ici, à la Cité des Sciences, on a décidé de faire une rétro de l'actualité scientifique. C'est le président, Bruno Macquart, d'Universcience, qui a souhaité qu'avec les équipes des conférences du collège, ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Bénédicte Leclerc et Anne Grange, que nous nous associons avec l'équipe que je dirige, Sciences Actualité, la Cité des Sciences, pour organiser cette première. Et on a décidé de le faire avec Olivier Boulanger, qui est le journaliste qui va animer cet après-midi avec Frédéric Tournier. Donc on a décidé de le faire avec Paris Diderot, avec l'Université Paris Diderot, et les 14 étudiants que vous allez voir arriver petit à petit pour donc travailler cette matière un petit peu particulière qui est l'actualité scientifique de l'année 2017. Pour cela, nous avons 5 invités. Laurence de Villers, qui spécialiste d'intelligence artificielle, est malade et donc n'a pas pu nous rejoindre. Mais donc je remercie Marilène Patou-Matisse, la préhistorienne. Je remercie bien évidemment Emmanuel Porcher, l'écologue. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Puis Alain Mazot, le climatologue, Matteo Basuglia, l'astrophysicien, et Sylvestre Huette, le journaliste. Il faut savoir que ici à la Cité des Sciences, depuis le tout début, c'est-à-dire il y a maintenant 32 ans, il y a un espace qui est un espace d'exposition qui est entièrement dédié à l'actualité scientifique, qui s'appelle Sciences Actualité, qu'il faut visiter, qui est renouvelé très régulièrement. Il faut savoir que Sciences Actualité existe depuis les débuts grâce à un partenariat très, très fort avec l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Et c'est aussi pour cette raison que nous sommes très, très heureux vraiment que le travail qui a pu être mené sous l'autorité de Frédéric Tournier, qui est le professeur du Master 1 donc, de journalisme, culture et communication scientifique à Paris Diderot, et avec Olivier Boulanger, donc, qui est le journaliste de l'équipe de Sciences Actualité qui a pu travailler avec ces 14 étudiants. Donc on est très très heureux que ces étudiants essuient les plâtres avec nous ce soir, enfin cet après-midi. Je vous demande un tout petit peu d'indulgence justement pour cette grande première. On espère que tous les ans on va pouvoir réitérer cette petite aventure et donc donner un coup de projecteur et de rétroviseur sur l'année qui vient de s'achever. Et je ne vais pas être plus long. Je passe tout de suite la parole donc aux deux maîtres de cérémonie, Olivier Boulanger et Frédéric Tournier. Merci Alain. Ben, on va commencer sans plus tarder avec Céline qui s'est intéressée aux origines de l'homme. Alors en fait, je vais remonter encore beaucoup plus loin que les origines des hominidés. Je vais commencer par vous parler des plus vieilles traces de vie sur Terre découvertes en 2017. Alors ça s'est passé au nord du Canada et selon les estimations des chercheurs, ces traces de vie seraient âgées de 4,3 milliards d'années à 3,77 milliards d'années. Alors il faut savoir que c'est environ 500 millions d'années supérieures aux traces de vie qu'on connaissait jusqu'à présent. Mais il ne faut pas s'emballer, parce que, comme de nombreuses découvertes scientifiques, celle-ci est sujette à controverse. De nombreux scientifiques pensent en effet que ces soi-disant fossiles ne seraient pas d'origine biologique, mais résulteraient d'un phénomène chimique. Donc on peut penser que ce débat se poursuivra en 2018. Alors, mais revenons à notre sujet, les hominidés. Dans ce domaine, beaucoup de découvertes ont été faites récemment, et à tel point qu'il est difficile de s'y retrouver dans cet arbre de l'évolution humaine. Alors, un mot d'abord sur Néandertal. Vous le connaissez, c'est cet homme préhistorique qu'on a souvent décrit comme rustre, à l'intelligence limitée, qui a cohabité plusieurs milliers d'années avec Homo sapiens en Europe avant de s'éteindre. Alors, cette année, des chercheurs américains ont découvert en Croatie 4 dents de Néandertal qui présentaient des traces de manipulation, des sortes de rainures. En d'autres mots, Néandertal s'est essayé aux soins dentaires. Il était adepte du cure-dent 130 000 ans avant nous, on peut le dire. Donc ça semble assez anecdotique, dit comme ça,
Mais c'est une preuve supplémentaire que Néandertal était un être plus sophistiqué que ce que l'on pensait. On va maintenant passer à la grosse surprise de 2017. Elle concerne Homo sapiens et elle s'est produite au Maroc. Alors, l'équipe du paléanthropologue Jean-Jacques Hublin est parvenue à dater l'été dernier les restes de 5 individus Homo sapiens découverts dans la mine de Djebel Irhoud, donc au Maroc. Ces os sont les plus anciens vestiges Homo sapiens jamais découverts. Ils sont datés de 300 000 ans. C'est 100 000 ans supérieurs aux plus vieux restes qu'on avait découverts jusqu'à présent. La localisation de ces fossiles a été très surprenante. Pourquoi ? Parce que habituellement, quand on déterre des restes Homo sapiens en Afrique, c'est plutôt en Afrique australe ou de l'Est. Et on avait l'habitude de dire que c'était ces régions qui étaient le berceau de l'humanité. Donc cette découverte au Maroc, elle remet totalement en question toutes nos théories sur les origines d'Homo sapiens. Alors avec nous pour en parler, Marilène Patoumatis, qui est préhistorienne. Donc Madame Patoumatis, est-ce que cette découverte au Maroc, elle bouleverse ce que nous savions des origines de Homo sapiens? Oui. Merci. Je voulais simplement juste revenir sur ce que vous avez dit. Ça ne bouleverse pas le fait que les origines de l'humanité, c'est-à-dire qu'avant Sapiens, c'est l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Le Tchad, on discute parce que tout le monde n'est pas, il n'y a pas un consensus. Donc ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les plus anciens, ça reste là. La surprise, les deux, comme vous l'avez très justement dit, il y a l'âge, puisque jusqu'à cette découverte, enfin, c'est pas ces découvertes, on connaissait, hein, ça avait déjà été découvert. C'est que ça a été réétudié par Jean-Jacques Hublin et ça a été redaté. Maintenant, on a des techniques qui permettent des datations directes. C'est-à-dire qu'on ne date plus le sédiment dans lequel est le fossile, mais on date le fossile. Donc, c'est ça les deux surprises. Première surprise, c'est justement ces 300 000 ans, puisque en tant que Homo sapiens, on était plutôt à 200 000 ans et on était justement en Éthiopie, c'était les crânes dans la vallée de l'Omo, etc. Et la deuxième surprise, c'est bien sûr l'Afrique du Nord. Donc là aussi, ça veut dire que les Homo sapiens sont remontés plus tôt qu'on le pensait, donc au nord de l'Afrique. Alors ce que je voudrais juste préciser aussi, c'est le travail est difficile quand on sur des ossements, hein, pour déterminer une espèce. Parce que c'est à partir des études, etc., morphométriques, qu'on peut définir ces espèces. Et c'est toujours difficile parce que souvent, si on fait de l'ADN, des fois, on a un petit peu de surprise, puisque l'ADN permet vraiment de discuter cette notion d'espèce. Donc voilà, donc là aussi, c'est un Homo sapiens, mais je sais que vous avez quelques d'autres questions, j'y reviendrai après, pour vous dire qu'il y a un grand débat autour de qu'est-ce qu'une espèce. Oui. Et pour rester autour d'Homo sapiens, est-ce que vous pensez que cette découverte, elle va donner lieu à de nouvelles campagnes de fouilles un peu partout en Afrique, dans des territoires qu'on n'avait pas forcément explorés jusqu'à présent ? Alors, je pense que si vous voulez, là, ce site était très connu. Hein, il était déjà parti. Il était situé dans les 120 000, dans les 200 000, donc on connaissait. Là, ce que je pense, ça suscite l'intérêt, surtout pour savoir à partir de quand il va y avoir des migrations, donc des hommes modernes en Europe et enfin en Eurasie. C'est surtout ça. Ça permet de reculer la date. On pensait que c'était relativement tardif, que les hommes modernes étaient partis vers 45-50 000 ans pour peupler l'Europe et l'Eurasie. Maintenant, tout ça est remis en question, puisque si c'est vraiment confirmé que c'est très ancien, on peut très bien penser qu'ils sont partis plus tôt. Mais comme vous parliez de Néandertal, c'est quand même mon chouchou. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, on a montré qu'au Proche-Orient, pas en Afrique du Nord, mais pas très loin au Proche-Orient, il y a eu des métissages entre les Néandertaliens et les Sapiens. Et que les Néandertaliens étaient présents déjà à 145 000 ans, avec à Taboun, par exemple, un site de sépulture d'une Néandertalienne qu'on a découvert en Palestine, qui avait été en 1920, qui s'appelait la Palestine. Et donc ça, c'est intéressant de voir que les Néandertaliens, et en même temps, il y avait aussi des proto-sapiens, qu'on appelait, et donc étaient présents et se sont métissés. Alors, avec cette découverte, il y a peut-être une origine beaucoup plus commune et peut-être qu'on serait plus cousins, plus frères, peut-être avec les Néandertaliens, qu'on le pense. Et qu'en fin de compte,
Néandertal, Homo sapiens et l'homme de Denisova. Vous savez, c'est cet homme qu'on a trouvé dans l'Altaï, dont on a trouvé les fossiles et surtout l'ADN. En fin de compte, feraient partie de la même espèce et seraient seulement des sous-espèces. Donc, on travaille beaucoup sur ce débat. Alors justement, on va continuer sur Néandertal, puisque c'est votre domaine de recherche. On l'a évoqué, il est en phase de réhabilitation, on peut dire. Donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de preuves archéologiques qui tendent à montrer qu'on l'a sous-estimé, Néandertal ? Alors, déjà, la réhabilitation, elle a déjà commencé il y a maintenant un petit moment. Modestement, bon, j'avais déjà, travaillant sur lui depuis maintenant plus de 20 ans, j'avais déjà dit qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, déjà en 2006, quand j'avais fait un premier ouvrage sur Néandertal, une autre humanité. Et en fin de compte, plus ça va, plus je suis heureuse, parce qu'il y a de plus en plus de découvertes qui montrent qu'en fin de compte, en ayant un nouveau regard, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche, et qu'on est fermé, qu'on est obtus, on a simplement un seul modèle dans les yeux, etc., qu'on veut absolument trouver, eh ben, on ne voit pas grand-chose à la limite, parce que des fois, ça ne marche pas comme ça. Et par contre, dès qu'on a commencé à penser que certaines choses étaient possibles de la part de Néandertal, qu'il était en capacité de faire certaines choses, eh ben, d'un seul coup, on trouve plein de choses. Parce que justement, on a changé de regard, on a ouvert un peu ce que j'appelle les fenêtres. Et alors, comme vous l'avez dit, vous avez parlé justement de ses soins dentaires. Non seulement, bien sûr, il soigne ses dents, il a des cure-dents. Il utilise en tout cas des petits morceaux de bois pour nettoyer, pour pousser ses dents quand il y a des abcès. Et aussi, il utilise les plantes médicinales. Ça a été une des grandes découvertes, c'est la consommation de plantes médicinales, notamment qui ont des caractéristiques très importantes, et que même il a mangé des mousses qui contenaient le pénicillium. Donc là aussi, c'est quand même des choses très intéressantes parce que c'est très amer. Et en fin de compte, ça veut dire que c'était pour une utilisation bien spécifique. Et on trouve souvent ça associé d'ailleurs sur des fossiles qui sont malades. Donc on voit bien cette consommation de certaines plantes médicinales avec des maladies, des pathologies. D'accord, merci beaucoup. Vous publiez bientôt un livre sur Néandertal d'ailleurs, donc voilà, je vous le présente si jamais vous avez... C'est un dictionnaire, voilà. C'est un dictionnaire. Un dictionnaire en librairie la semaine prochaine. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse. Merci. Peut-être vous avez des questions maintenant à poser. Comment ça, vous n'avez pas entendu grand-chose? Derrière toi. Madame, s'il vous plaît. Ici, madame, ici. J'avais entendu ici, dans cet amphithéâtre, à une époque, il y a peut-être de ça 7-8 ans, que Néandertal ne possédait pas la parole, et c'est ce qui avait expliqué pourquoi il avait disparu. Ici. Hein, vous aussi, madame? Non? Non, ça, j'y crois pas du tout. Oui, bah, voilà. Non, je veux dire, j'y crois pas du tout, parce que de toute façon, maintenant, on a non seulement, en tant que préhistorien, on a travaillé sur tous les comportements, on a travaillé aussi en tant que les anthropologues sur l'anatomie, etc. Bon, il n'y a rien, il a le même ostéoïde que nous, etc. Et surtout maintenant, avec la génétique, on a montré qu'il a par exemple le FOXP2, et le FOXP2, c'est le gène FOXP2, qui est associé chez nous au langage. Donc ça, on discute même plus de ce langage, de savoir si c'est un langage articulé. Ça, je veux dire, je suis très étonnée, parce que là, quand même, c'est vraiment pas du tout le débat. Surtout que, comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup maintenant d'analyses génétiques qui nous permettent d'aller plus loin qu'à travers seulement l'étude des ossements de néandertaliens, qui ont montré que les Eurasiatiques ont entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Et plus ça va, plus on montre que ces croisements, et ça s'est fait souvent. L'homme de Denisova, par exemple, a aussi des gènes néandertaliens et des gènes sapiens, ce qui fait que les populations aborigènes d'Australie et surtout de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont beaucoup de gènes, enfin jusqu'à 6% de gènes dénisoviens, donc néandertaliens un petit peu. Donc voilà, il y a beaucoup de croisements. Donc là, on est plutôt dans une réflexion, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est formidable actuellement. C'est en fin de compte, qu'est-ce qu'une espèce? Parce que créer des espèces à partir d'ossements fossiles, c'est-à-dire simplement, entre guillemets, de prendre des mesures pour les distinguer, on voit bien que des fois, ce n'est pas toujours évident. Et là, la chance qu'on a en ce moment, c'est que grâce à l'ADN ancien,
on peut quand même avoir des renseignements beaucoup plus fiables et plus directs que simplement des histoires de différence entre un fémur plus long, plus court, un angle ceci, un angle cela. Donc il y a quand même beaucoup de progrès. Et donc voilà, on est plutôt dans ce débat. Et ce qui serait intéressant de continuer, c'est malheureusement, je crois qu'il y a un problème, que l'ADN n'est pas bien conservé, je crois, pour le fossile du Maroc, pardon. Donc voilà, parce qu'on n'a malheureusement pas toujours l'ADN conservé, ou suffisamment bien conservé au niveau du collagène. Le collagène, on n'a pas toujours beaucoup. Donc on ne peut pas le faire systématiquement, évidemment. Mais je crois qu'on va aller enfin pas de surprise, mais je veux dire, on va aller de plus en plus avec des éléments importants. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté. Ici. Oui, pas de souci. Ouais, je vous vois. C'était juste une question. J'ai compris du coup pour les découvertes, par exemple, en observant les dents, vous avez vu des rayures et vous arrivez à en déduire qu'ils utilisaient des bâtons, des cure-dents. Mais je me demande comment on peut faire des découvertes sur le fait qu'ils utilisent certaines plantes médicinales, etc. Comment on en arrive à découvrir ça? Alors donc on le sait parce qu'on fait maintenant, et là aussi c'est grâce à, en fin de compte, je vais vous dire, la technologie a énormément progressé, donc on a des machines, si j'ose dire, d'analyse beaucoup plus performantes, et notamment on fait beaucoup d'études maintenant sur l'étude des micro-résidus, des traces, donc dans le tartre, aussi des traces sur les dents, mais aussi dans le tartre, c'est-à-dire que ces dents comme les nôtres, encore plus même que les nôtres, possèdent du tartre, et c'est l'analyse donc de ces micro-résidus dans ce tartre qui nous permet de voir ce qu'ils ont consommé. Donc ça, c'est intéressant. En plus, à côté, parallèlement, pour connaître leur alimentation, alors là, animale ou végétale, on fait aussi la biogéochimie, l'analyse du carbone, de l'azote et tout, des rapports, de l'oxygène, pour savoir là aussi l'alimentation. Donc maintenant, on a plusieurs moyens qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe au niveau végétal. Parce que c'est vrai, moi qui travaille beaucoup sur les comportements, on était très ennuyés parce que pour savoir s'ils avaient mangé, chassé des animaux, il y a les ossements. Mais au niveau des plantes, on n'avait pas grand-chose. Que les pollens, ça nous parle surtout de l'environnement, mais pas tellement de ce qu'ils consommaient. Voilà. Alors que là, grâce à toutes ces nouveautés, voilà, l'étude de ça, de ces différentes méthodes, on va vraiment dans des choses très intéressantes. Et c'est pour ça que la corrélation a pu être faite entre un fossile malade avec une pathologie et puis le fait que, tiens, lui, dans son tartre et tout, il a beaucoup de mousse très riche en pénicilline. Voilà, donc c'est grâce à toutes ces méthodes. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours développer toutes les méthodes, mais il y a énormément de progrès ces dernières années. Merci Marie-Hélène. Je ne suis pas seulement maître de cérémonie, mais je suis aussi maître du temps. Et donc il y aura à la fin une discussion plus large. On vous passe la parole juste pour 2-3 questions et on est obligé, puisqu'il y a plusieurs sujets, de passer au sujet suivant. Merci Marie-Hélène, merci Céline et au suivant. Alors. Et je vous propose de passer à un sujet un peu incontournable, celui du climat. Quelle nouvelle du climat, Antonin, en 2017? Le climat en 2017, un bilan rapide. Alors 2017 fait partie, avec 2015 et 2016, des 3 années les plus chaudes depuis qu'on procède à des relevés climatologiques. L'année 2017 est même un record de l'année la plus chaude en l'absence du phénomène El Niño. Ce courant marin qui longe les côtes du Pacifique, du Pérou et de l'équateur et pousse les températures à la hausse tous les 3 à 7 ans. Alors ce réchauffement entraîne des conséquences déjà bien visibles, par exemple en Antarctique. Alors une superficie de près de 6000 km², c'est-à-dire la moitié de l'Île-de-France, c'est à peu près la taille de l'iceberg géant qui s'est détaché le 12 juillet de la calotte glaciaire de l'Antarctique, dans la région connue sous le nom de Larsen C. Un événement de cette envergure avait déjà eu lieu en 2002, il me semble, oui, dans la région proche dite Larsen B. Et ce détachement de calotte glaciaire fragilise la calotte glaciaire restante et accélère la fonte des glaciers. Un autre exemple, c'est la succession d'incendies rencontrés en France, en Espagne, au Portugal ou en Italie. Des incendies qui ont également sévi en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada et même au Groenland l'été dernier. En cause du coup une forte sécheresse et des températures exceptionnellement élevées,
couplé avec des vents importants. Et puis, il y a bien sûr eu aussi cette série de cyclones dans l'Atlantique Nord. Irma, Maria, José, Harvey, tous classés ouragans de catégorie 4 ou 5 et qui ont frappé les Caraïbes, la Floride, le Texas et Cuba, causant d'énormes dégâts humains et aussi matériels. Alors, ces tempêtes tropicales de l'année 2017 se sont distinguées par leur durée et par la puissance de leur vent. Par exemple, on a 300 km/h pendant 37 heures pour Irma. Et on a également un record mondial avec des rafales allant jusqu'à 350 km/h. C'est aussi la rapidité de l'évolution de ces épisodes cycloniques qui en a fait des événements imprévisibles et exceptionnels. Ainsi, Maria est donc passée de la catégorie 1 à 5 en moins de 18 heures, ce qui est très rapide. Alors, Monsieur Mazot, les climatologues ont longtemps été réticents pour attribuer ces ouragans ou d'autres phénomènes météorologiques au réchauffement climatique. Pourtant, en 2017, on dirait que cette prudence a pris fin. Alors, qu'en pensez-vous ? Je ne dirais pas qu'elle a pris fin. Il y a eu des événements spectaculaires, en particulier ces cyclones dont vous avez parlé, des épisodes très chauds aussi en Californie. Il a fait des températures jusqu'à 54 degrés. Mais le lien entre des événements météorologiques extrêmes et la variation climatique, elle est assez difficile à faire parce qu'on ne peut pas attribuer de manière certaine tel événement au réchauffement, qui est quelque chose qui se passe, la tendance à long terme, le changement climatique. Par contre, d'un point de vue statistique, on peut se rendre compte s'il y a de plus en plus de ces événements extrêmes et si certains ont une intensité de plus en plus forte. Et effectivement, il semble bien que ce soit le cas, et on s'en aperçoit grâce aux études de plus en plus détaillées et approfondies des mécanismes du climat. C'est ça qui permet de mettre en évidence les liens, par exemple l'influence de la température de surface de l'océan, qui favorise l'évaporation et qui favorise l'intensité de ces cyclones, par exemple sur les Caraïbes. Mais les liens sur un événement précis sont toujours délicats à établir. Il faut raisonner en tendance, et donc pour ces événements, il faut raisonner sur les statistiques et sur l'intensité de ces événements. Je voudrais juste dire un mot. Une chose est sûre, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir l'élévation du niveau marin, qu'on estime à environ, il n'y a pas d'incertitude, mais de l'ordre de 80 cm à la fin du siècle. C'est quand même assez important. Et par exemple, pour les cyclones et la pénétration et les dégâts à l'intérieur des terres, c'est évidemment plus important si le niveau marin est plus élevé. Donc, en plus, il y a tout ce qui va à côté, c'est-à-dire le fait que les zones sont plus peuplées, plus fragiles. Voilà ce que je pourrais répondre en quelques mots. Oui, merci. On continue sur la même thématique. Comment vous estimez la médiatisation de ces événements ? Est-ce qu'on parle mieux du climat aujourd'hui ? Est-ce que ça vous convient mieux ? Est-ce que l'opinion publique a évolué favorablement ? Alors, je dirais que ça dépend. Ça dépend où. Je pense que dans nos pays comme la France, on a tendance à en parler mieux. Je pense, c'est un peu du ressenti d'une modeste expérience, je pense qu'effectivement, le public comprend beaucoup mieux les problèmes et les enjeux. Mais encore une fois, ça dépend des endroits. Je n'aurais peut-être pas la même conclusion pour les États-Unis. Mais en moyenne, oui, je pense que les gens comprennent le problème. Mais d'ici à agir concrètement, c'est là où l'effort doit porter maintenant, je dirais. Qu'est-ce qui manque encore dans vos calculs ou dans vos estimations pour être meilleur ? Alors en fait, surtout sur ces événements extrêmes comme des tempêtes et tout ça, il faut aller de plus en plus dans le détail, dans des mécanismes et aussi le détail régional. Donc il faut encore, même s'il y a eu des progrès considérables, améliorer la résolution de nos modèles pour pouvoir vraiment simuler de manière locale ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Donc il y a la compréhension des mécanismes, mais il y a aussi la puissance de calcul des modèles. Les modèles, c'est un peu comme des modèles météo qui font les calculs des masses de fluides et tout ça pour deviner l'avenir, en quelque sorte, pour prédire l'avenir. Sauf qu'on ne va pas demander au modèle climatique de nous prédire le temps le 27 juillet 2083, ça on n'y arrivera pas, mais les modèles peuvent quand même en tendance dire ce qui va se passer
selon les différents scénarios, c'est-à-dire est-ce qu'on a tendance dans les années 2050, on va être plus chaud et de combien, voilà, selon les scénarios, est-ce qu'on va réussir ou pas la transition énergétique? Mais les scénarios, c'est plus tout à fait de la science, c'est aussi des problèmes sociétaux. Hein. Alors justement, il y a plusieurs scénarios qui sont proposés. On se rapproche de quel scénario en ce moment? Pour l'instant, on est sur le plus mauvais. Et on ne voit aucune tendance à... Alors, pour l'Europe, il y a une certaine stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, parce que la croissance économique n'est pas extraordinaire. Il y a aussi peut-être une amélioration de l'utilisation d'énergie. Mais bon, vous avez après le développement de la Chine, le développement de l'Inde, qui fait que l'augmentation des gaz à effet de serre continue à être rapide hein, pour l'instant. Et donc, plus on attend, plus le freinage sera difficile. L'exemple qu'on prend souvent, c'est si vous arrivez trop vite dans un virage, le freinage va être difficile. Les conséquences qu'on attend concrètement pour l'Europe, pour la France, qu'est-ce qu'on attend très prochainement en termes de conséquences? Alors, c'est assez les modèles sont à peu près d'accord pour dire que le sud de la France sera encore plus aride et encore plus chaud. Certains modèles prédisent justement qu'il y aura plus de tempêtes aussi, disons, vers le milieu de la France. Hein. En moyenne, sur le nord de la France, le climat ne devrait pas trop changer. Hein. Une des autres conséquences, c'est quand même que la pluviométrie générale, même si elle ne change pas beaucoup, le niveau des rivières va peut-être baisser, parce que même si la pluviométrie générale au nord ne change pas beaucoup, comme il fera plus chaud, il y aura plus d'évaporation. Donc, nappes et rivières en fin d'été seront moins hautes. Merci. On va peut-être passer quelques minutes la parole au public. Hein. Oui, une courte question. Question très courte. D'abord, merci à Universcience. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je viens là. C'est top. Merci. Et je trouve aujourd'hui, c'est passionnant. C'est formidable d'organiser cette synthèse. Merci. Une question, monsieur. Les États-Unis représentent quoi par rapport au réchauffement climatique, puisque avec Trump, qu'est-ce que c'est, 25%, 30% des émissions? Merci, monsieur. Ouais, je pense que il faudrait que je vérifie les chiffres, mais ça doit être un bon tiers des émissions, hein, à peu près. Hein, à peu près à la louche. J'invite tout le monde à aller bien revérifier les chiffres. Mais oui, les États-Unis émettent avec de l'ordre de 300 millions et quelques d'habitants, émettent à peu près autant que la Chine avec 1,4 milliard. Et est-ce que justement... Les deux émettent à peu près la même quantité de gaz à effet de serre et en particulier de gaz carbonique, mais la Chine est évidemment beaucoup plus peuplée. Donc par habitant, c'est pas la même chose. Si on reste aux États-Unis, la politique de Trump, qui n'est pas très favorable à la lutte contre le climat, est-ce qu'elle pèse sur vos recherches à vous, en France, en Europe? Pas encore, mais c'est pas un contexte très favorable, vous l'imaginez bien. Bon, on a même accueilli dans notre laboratoire des chercheurs américains, parce qu'il y a eu l'initiative du président Macron à ce sujet. Hein. Mais si vous voulez, il y a quand même beaucoup d'organismes internationaux comme le GIEC, et puis tous les grands organismes américains de météo et qui font aussi de prospectives pour le climat. Si on leur coupe les crédits, il y aura évidemment des impacts importants sur toute la communauté, y compris la communauté française. Je crois qu'il y a une question ici. On a du mal à voir. Hein. Ah oui. Oui, je voulais juste intervenir pour donner une précision, parce que très souvent j'ai entendu oui, mais regardez, en fin de compte, avant, il y a eu des périodes de glaciation et des périodes d'interglaciation, et en plus le grand réchauffement à partir de moins 12 000. Bon, et là, je voudrais simplement dire que ça, c'est complètement faux. On n'est absolument pas à la même échelle. C'est-à-dire que ce réchauffement climatique qui nous fait passer dans l'Holocène, Pléistocène-Holocène, ça a pris du temps, ça a été très long, et surtout, je voudrais quand même dire, malgré ce temps long, il y a eu des disparitions d'espèces. Donc on voit bien qu'il y a aussi
que l'environnement peut toucher. Et là, donc ça s'accélère énormément. Monsieur est mieux passé. Donc ça peut être encore plus catastrophique, ça c'est sûr. Et je crois que c'est un faux argument parce que souvent on nous le dit, mais je dis non, ça n'a rien à voir parce qu'on dit toujours oui, mais regarde, il y a toujours eu et en fin de compte, on n'est pas à la même échelle de temps. Je pense que c'est beaucoup plus rapide. Et quand on voit que déjà nous, il y a eu des extinctions. Donc, à cause de ce réchauffement, parce que tous les animaux n'ont pas pu remonter dans le nord. Hein. Et donc, je pense il faut faire extrêmement attention et ne pas prendre cet argument. C'était juste ce que je voulais... Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu des variations naturelles des cycles glaciaires interglaciaires. Mais la périodicité principale des cycles glaciaires interglaciaires, c'est 100 000 ans. Et là, en quelques décennies, on rajoute à une période chaude, on est dans une période chaude depuis environ 10 000 ans, l'Holocène, hein, on rajoute quelque chose qui est de l'ordre de grandeur d'une transition glaciaire-interglaciaire. Donc c'est quand même considérable. Et c'est très rapide. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Je suis ici. Justement, pour revenir un petit à ce qu'a posé comme question donc Madame et Marie-Hélène Matou, je voulais savoir quelles étaient les avancées au sujet des études des carottes glaciaires qui vous permettraient éventuellement de comprendre l'évolution justement du climat, mais bien avant notre période. Ah oui, non, mais ça, il y a déjà eu, ça a presque été une révolution. Dans les années 1980, les forages glaciologiques, hein, et la France était en pointe avec Claude Lorius, il y a eu un film là-dessus, hein, et puis Jean Jouzel, et puis d'autres. Hein. Et donc l'étude des carottes de glace a permis de reconstruire les variations du climat sur presque 1 million d'années, c'est-à-dire 9 cycles climatiques. Et un des gros apports des carottes de glace, c'était les petites bulles d'air qui sont coincées dans la glace et qui racontent l'histoire de l'atmosphère et qui mettent en perspective l'augmentation actuelle des gaz à effet de serre. Et on voit qu'on est sorti très largement de la variabilité naturelle du dernier million d'années. J'en profite pour dire aussi qu'il y a des études intéressantes sur les carottes de sédiments marins qui racontent l'histoire du climat par l'océan. Merci beaucoup. Merci Alain Mazot. Merci Antonin L. Et on va passer à la session suivante. Voilà. Et ben on va prendre maintenant un petit peu d'altitude. On va décoller, on va partir dans l'espace avec Alice et Hugo. Et oui, et c'est difficile de parler espace en 2017 sans évoquer Thomas Pesquet, astronaute français de l'Agence spatiale européenne, qui a passé 6 mois à bord de la Station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Il a profité des conditions uniques de microgravité pour effectuer des expériences pour les scientifiques du monde entier. Et il a également été très actif sur les réseaux sociaux sur lesquels il a posté de magnifiques clichés de la Terre, dont une grande partie sont publiés dans un livre que tu as peut-être reçu à Noël, Hugo ? Non, j'ai uniquement reçu des chaussettes et une orange. Je te prêterai le mien, si tu veux. 2017 a également sonné la fin de la mission Cassini, une mission qui s'est terminée en beauté avec le plongeon programmé de la sonde dans l'atmosphère de Saturne. Alors j'ai beau savoir que c'était juste une sonde spatiale, moi personnellement, ça m'a fait tout drôle. C'est vrai, la mission s'est terminée le 15 septembre avec une sacrée chute. Le satellite aura pu auparavant étudier la planète gazeuse et ses anneaux pendant 13 ans et nous aider à comprendre comment ces anneaux se sont formés. Un atterrisseur, Huygens, a également été posé sur Titan, un des satellites de Saturne. Il nous a confirmé la présence de lacs de méthane à sa surface. Vous pouvez voir de magnifiques clichés des satellites de Saturne et de Saturne en ce moment. Mais éloignons-nous encore un peu, à 39 années-lumière de la Terre. Et oui, parce que là-bas, un système planétaire composé de 7 planètes rocheuses orbitant autour d'une étoile beaucoup plus froide que notre Soleil a été découvert. On a appelé ce système TRAPPIST 1 du nom du télescope qui les a découverts. TRAPPIST, c'est pas un nom de bière, ça ? Aussi. Ça, c'est parce que c'est une équipe belge qui a nommé le télescope. C'est la première fois que des planètes rocheuses sont découvertes autour d'une telle étoile. À première vue, toutes sont susceptibles de pouvoir accueillir de l'eau liquide, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément habitables. Ce système à 7 planètes a été battu en décembre par un système à 8 planètes, découvert grâce au machine learning par la NASA et Google. En 2015, on a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles. En 2017, les observations se sont multipliées. On a même réussi à détecter une fusion d'étoiles à neutrons et pour la première fois, observer la lumière directe émise par le phénomène. L'onde gravitationnelle a mis 130 millions d'années à nous parvenir.
Oui, la détection des ondes gravitationnelles est un projet à grande échelle, lancé il y a déjà des dizaines d'années. Cette année, 3 chercheurs américains ont reçu le prix Nobel de physique pour des travaux sur le sujet. Ils sont notamment à l'origine du prototype de l'interféromètre qui a permis la première détection de ces ondes. 2 chercheurs français ont également reçu la médaille d'or du CNRS cette année pour leurs travaux contribuant à la première détection directe de ces ondes gravitationnelles. Donc, avec nous, nous avons Matteo Barsuglia. Bonjour. Vous avez travaillé sur Virgo, un interféromètre situé en Italie qui est couplé à LIGO. On a beaucoup entendu parler de ces ondes gravitationnelles dans les médias. On entend souvent dire que ça ouvre la porte à une nouvelle astronomie ou à une nouvelle physique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, il faut savoir que les ondes gravitationnelles sont très différentes du messager classique avec lequel on fait de l'astronomie, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques. Donc, depuis le XVIIe siècle, depuis Galilée, on utilise des télescopes, on utilise la lumière pour faire de l'astronomie. Lumière visible d'abord, et puis lumière dans les autres longueurs d'onde, donc radio, gamma, X, infrarouge, ultraviolet. Donc les informations amenées par la lumière sont multiples, mais sont toujours produites par le même phénomène, c'est-à-dire la vibration des atomes, des molécules. Les ondes gravitationnelles sont un messager complètement différent, sont produites par les mouvements des grandes masses. C'est des vibrations dès l'espace-temps, c'est des petites vagues dans la géométrie de l'espace-temps qui amènent la force de gravité, en fait, amène cette fluctuation de la gravité, qui est, dans la vision moderne d'Einstein, une courbure de l'espace-temps. Donc, c'est fluctuation de la courbure de la géométrie de l'espace-temps. Et donc, c'est un messager complètement différent qui amène des informations différentes, complémentaires à la lumière. Donc, ça, c'est le principe. Donc, pourquoi c'est une nouvelle astronomie, c'est une nouvelle physique ? Parce que alors, il y a des phénomènes, voir l'univers avec les ondes gravitationnelles permet d'avoir accès à d'autres informations. Par exemple, la première découverte la première détection des ondes gravitationnelles, c'était la fusion de 2 trous noirs. Alors, nous n'avions jamais observé avant le 14 septembre 2015 un système de 2 trous noirs. Donc, c'est la première fois qu'on voit un système de 2 trous noirs. Et c'est la première fois qu'on voit fusionner 2 trous noirs. Donc, cela... ça nous dit que les trous noirs peuvent vivre en couple, qu'ils fusionnent, et tout ça grâce aux ondes gravitationnelles. Nous n'avons pas vu de lumière associée à cette fusion. On a vu aussi qu'il y a, grâce aux observations depuis 2015 et jusqu'à 2017, qu'il y a une nouvelle population de trous noirs assez massifs, qui font de l'ordre de 30 fois la masse du Soleil. Ces trous noirs, on ne les a jamais observés. On avait observé des trous noirs avec des masses jusqu'à 20 fois la masse du Soleil, mais jamais des trous noirs si gros. Donc les ondes gravitationnelles, encore une fois, ont permis la découverte d'une nouvelle population d'objets, des trous noirs très massifs. C'est là, évidemment, ouvre la porte à d'autres questions, comment ce couple de trous noirs se sont formés, par exemple. Et puis, en 2017, donc, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'on a détecté la fusion d'un couple de toiles à neutrons. Et on a détecté, avec les ondes gravitationnelles, on a détecté la lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'astronomie multimessager, donc plusieurs messagers ensemble. Donc là, c'était la lumière avec plusieurs longueurs d'onde et les ondes gravitationnelles en même temps. Cela permet d'associer les informations amenées par les ondes gravitationnelles. Par exemple, là, les ondes de gravitation nous disent qu'il s'agissait de deux étoiles à neutrons qui ont fusionné. Et la lumière. La lumière, elle nous renseigne, par exemple, sur l'environnement
Elle nous dit dans quelle galaxie l'événement était, et donc la distance précise, etc. Et cela, en combinant ces informations, nous arrivons à faire des découvertes assez incroyables. Par exemple, le 17 août 2017, avec cette découverte de la fusion d'étoiles à neutrons, nous avons pu découvrir que ce qu'on appelle le sursaut gamma court, l'hypothèse que les sursauts gamma courts, au moins une partie des sursauts gamma courts, étaient produits par la fusion des étoiles à neutrons, c'est une hypothèse correcte. Donc on a pu démontrer que ces sursauts gamma courts, au moins une partie, sont produits par la fusion des étoiles à neutrons. Ça a été possible aussi de prouver que la fusion des étoiles à neutrons, c'est l'événement où sont produits des éléments lourds, chimiques lourds, comme le platine et l'or. C'est ce qu'on appelle, c'est des phénomènes qui sont appelés des kilonovas. C'est des transitoires brillants dans l'univers où ils sont sont produits les éléments lourds. Et ça, c'est grâce à l'observation conjointe des ondes gravitationnelles et de la lumière. Et puis, il y a encore autre chose. Avec l'événement du 17 août, donc c'était le réseau LIGO-Virgo, donc aux États-Unis et en Europe, qui a donné l'alerte, a dit « Attention, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel à cet endroit, à cette distance », et a permis environ 70 télescopes d'aller regarder dans cette région du ciel. Et donc on le savait, mais on a démontré que ce réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles est très puissant parce qu'il s'agit d'un télescope qui regarde tout le ciel en même temps et tout le temps. C'est-à-dire jour et nuit, derrière la Terre, devant, enfin partout. Et quand on veut voir des phénomènes violents, transitoires dans l'univers, il faut aller les chercher. Et donc, si nous avons un outil, et donc l'outil, c'est ce réseau de 3 détecteurs qui nous dit où aller regarder, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on peut donner des alertes très rapidement aux télescopes électromagnétiques qui vont pointer dans la direction intéressante du ciel. Je vais conclure. La dernière chose qu'on a pu faire avec les ondes gravitationnelles, c'est des tests de la théorie d'Einstein, donc, qui était très bien testée. Mais là, c'est des tests nouveaux. Tout d'abord, une prédiction de la théorie, c'était que la gravité se propage comme une onde. Ça, on les a vus. Que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. Ça aussi, on a vu, parce qu'on a vu arriver en même temps, ou presque en même temps, la lumière et les ondes gravitationnelles. Et on a testé la gravité dans des conditions extrêmes, comme ce qui se passe pendant la fusion de trous noirs, où les champs gravitationnels sont très très intenses. Alors qu'avant, on avait des tests de la relativité générale de la théorie d'Einstein dans des conditions plus calmes, moins violentes. Voilà, donc c'est les choses qu'on a pu faire et il y a encore beaucoup de choses à faire. Matteo Barsoglia, moi je suis étonné d'une chose, c'est quand même un sujet compliqué, hein, on l'entend d'ailleurs, hein. C'est pointu, et puis ça a quand même eu beaucoup de succès dans les médias, auprès du public, un peu comme le boson de Higgs, hein, dans un autre domaine. Ça vous étonne? Comment expliquer ça? Alors oui, ça m'étonne un peu. Je racontais ma collègue qu'il y a un an et demi, on a fait une soirée au Grand Rex, la nuit des ondes gravitationnelles, le théâtre était plein, ça m'avait beaucoup étonné, hein, c'était une belle soirée. Je pense que je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est que c'était une découverte historique parce que c'était une prédiction d'Einstein qui datait d'un siècle, donc, et qui était, voilà, depuis un siècle, il y avait cette quête, et enfin, on a pu démontrer qu'Einstein avait raison, encore une fois.
avec un phénomène tout à fait incroyable, la gravité qui se propage comme une onde, une déformation de l'espace-temps. Donc c'était quelque chose d'assez fascinant, je trouve. Et la deuxième raison, je crois que probablement on a su expliquer qu'il s'agissait d'une nouvelle astronomie. Ça permettait de regarder de façon nouvelle des phénomènes très étranges comme les trous noirs, qui sont aussi des choses assez fascinantes. Donc ça me surprend, mais en même temps, c'est des choses fascinantes. Ouais. Peut-être des questions dans le public? Au fond, là-bas. Bonjour. Bonjour. Ici. Vous avez dit que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. Ça semble être un heureux hasard. Donc, est-ce qu'on a des idées sur l'explication de cette vitesse similaire? Alors, tout d'abord, juste un petit détail sur comment on démontre qui c'est... Enfin, sur la mesure, sur l'observation. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu arriver la lumière et les ondes gravitationnelles avec 2 secondes d'écart, c'est-à-dire les ondes gravitationnelles sont arrivées et 2 secondes après, la lumière est arrivée. Le sursaut gamma est arrivé. Donc 2 secondes sont un voyage qui a duré 130 millions d'années. C'est un petit écart. C'est-à-dire que la différence entre les vitesses, enfin, la différence entre la vitesse de la lumière et la vitesse de l'onde gravitationnelle est plus petite que un millionième de milliardième. Donc voilà, ça c'est la mesure. Et les 2 secondes d'écart sont explicables par le fait que la lumière est partie après. Donc ça c'est la mesure. Alors pourquoi les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière? Je pourrais dire que ça fait partie de la théorie d'Einstein. C'est le cœur de la théorie d'Einstein. La théorie d'Einstein prévoit, enfin, que le messager, que le messager qui transporte la gravité se propage à la vitesse de la lumière, car c'est quelque chose qui n'a pas de masse, comme le messager qui transporte la lumière, qui a le photon. Voilà. C'est pas un heureux hasard, hein, c'est le cœur de la théorie. Voilà. Et d'ailleurs, il s'agit de la vitesse, ultime, la vitesse, la limite de la vitesse de propagation des interactions, de toutes les interactions possibles. Donc, c'est le cœur de la théorie d'Einstein. C'est d'ailleurs une démonstration, encore une fois, que la théorie d'Einstein est vraie dans cette limite où on regarde des choses qui se propagent, donc les ondes gravitationnelles. Une dernière question? Non, je crois que dans le public, non? On passe. Ah si, une question même. 2 questions même. Et on s'arrêtera là. Bon. Par rapport à la fusion des trous noirs, quelle est l'échelle de temps d'un tel phénomène? C'est de l'ordre du mois, de la minute, du siècle? Alors, chaque fois qu'il y a deux astres qui orbitent l'un autour de l'autre, il y a émission d'ondes gravitationnelles. Si les astres sont assez compacts, l'émission est plus grande. Et quand il y a une émission d'ondes gravitationnelles, une émission d'ondes, il y a une émission d'énergie. Et donc, les astres commencent à spiraliser tout de suite. Mais cette diminution de la période, donc la période diminue, ils accélèrent. Au début, ce phénomène est très très lent. Et nous avons observé les 10 derniers cycles. En fait, ça dépend de l'observation. Pour la première détection, nous avons observé une fraction de seconde. Les ondes gravitationnelles produites pendant la dernière fraction de seconde. Pendant la détection de la fusion des étoiles à neutrons, nous avons observé les ondes gravitationnelles produites par les derniers 100 secondes. Et voilà. Mais le problème n'est pas l'émission des ondes gravitationnelles qui commence tout de suite.
Le problème est la sensibilité que nous avons, c'est-à-dire que nous commençons à voir, nous détectons la fin du processus parce que l'émission d'ondes gravitationnelles augmente, l'amplitude augmente, et à un moment, elle est plus grande que le bruit des instruments. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on voit là juste la fin. Merci beaucoup, Mathéo. Merci, Alice. Merci, Hugo. On passe au sujet suivant. Bien, on va parler biodiversité maintenant avec Guillaume. Exactement. Et du coup, comme vous le savez, la biodiversité est de plus en plus menacée par l'homme. Alors, on peut se poser une question. Avons-nous amorcé la 6e grande extinction? Alors, c'est une question que l'on peut se poser au vu de plusieurs publications de 2017. Parce que selon une étude publiée en juillet, un tiers des espèces de vertébrés terrestres sont actuellement en déclin, et ce sur l'ensemble des continents. Un chiffre qui montre un rythme de disparition sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures. La population de lions a par exemple baissé de 43% depuis 1993. Ce phénomène global serait la conséquence des activités humaines modifiant le paysage terrestre, comme l'agriculture intensive, l'extraction minière et l'exploitation forestière. La pollution et le réchauffement climatique ont également un rôle à jouer dans ce déclin, mais de manière moins importante. Alors si la disparition des lions ne vous parle pas beaucoup, il y a d'autres vertébrés plus petits et plus discrets qui souffrent eux aussi de ce déclin. Alors dites-moi, est-ce que vous avez remarqué que les moineaux ont déserté les rues parisiennes? Parce que du coup, il y a une étude de la Ligue pour la protection des oiseaux de septembre 2017 qui a montré qu'à Paris, 3 moineaux sur 4 ont disparu en 15 ans. Et ce phénomène n'affecte pas que Paris, mais aussi d'autres villes européennes. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont avancés par les chercheurs, comme la raréfaction des sites de nidification et la concurrence du pigeon pour l'accès à la nourriture. Et les moineaux pourraient également souffrir de manque d'insectes pour se nourrir, car les insectes connaissent eux aussi un sensible déclin. Une étude sur la diminution des populations d'insectes. Ah oui, donc vous voyez sur cette image, il y a un petit piège, parce que du coup, l'araignée n'est pas un insecte. On l'a un peu glissé, mais... du coup, donc il y a une étude sur la diminution des populations d'insectes qui a été publiée par la revue PLOS ONE, et elle a réalisé donc, dans des aires protégées en Allemagne, où des chercheurs ont comparé le nombre d'insectes volants en 1989 avec les populations actuelles. Et là, le résultat est sans appel. Il y a 80% de la population de ces insectes qui ont disparu en 27 ans. Soit 4 insectes sur 5 ont disparu en 27 ans. C'est fou. Et du coup, les principales causes de cet effondrement de la population sont la fragmentation des milieux et l'intensification agricole, et notamment par l'utilisation des pesticides. Par exemple, il y a une équipe suisse qui a découvert la présence de néonicotinoïdes. Donc c'est une substance qui paralyse les insectes dans le miel produit par les abeilles. Et cette substance serait l'une des raisons du déclin de ces pollinisateurs. Alors avec nous, nous avons Emmanuel Porcher. Donc vous êtes une spécialiste de la biodiversité. Peut-on observer des résultats similaires donc, sur la disparition des insectes en France ou sur les autres continents ? Oui, c'est un résultat en Allemagne qui est impressionnant, mais qui n'est pas une si grande surprise que ça. En fait, depuis le début des années 90, on a commencé à bien se rendre compte qu'il y avait un problème avec la biodiversité. Et donc, il y a des programmes de surveillance de la biodiversité qui ont été mis en place, beaucoup sur les oiseaux, mais aussi sur certains insectes, notamment les papillons. Et tous ces programmes, ils nous disent un peu la même chose. Ils disent que la biodiversité est en train de décliner pour certaines espèces, pour beaucoup d'espèces. Là où le résultat de l'étude allemande est une surprise, c'est sur la magnitude de l'effet. Parce que les effets qui ont été documentés ailleurs, c'est de l'ordre de 10, 20, 30% de disparition. Pour les papillons, on va jusqu'à 50%. Et là, 80%, c'est vraiment un chiffre beaucoup plus important. Mais dans beaucoup d'endroits dans le monde, on observe à peu près les mêmes phénomènes et pour beaucoup de groupes biologiques différents. Et quels sont les impacts de la disparition des insectes volants pour l'homme ?
Alors pour l'homme, l'impact le plus direct et le plus évident, évidemment, c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le service de pollinisation. Il y a beaucoup d'insectes, et pas seulement les abeilles, qui sont impliqués dans la pollinisation des cultures. Et donc cette disparition peut entraîner une réduction de la production agricole pour certaines espèces. Mais il y a beaucoup d'autres conséquences plus indirectes. Les insectes, notamment, ils servent de ressources alimentaires pour plein d'autres espèces, beaucoup d'espèces d'oiseaux, par exemple. Et donc ça peut avoir des répercussions par ricochet sur d'autres composantes de la biodiversité qui nous sont utiles. Les causes, elles sont clairement identifiées ou non? Alors, dans cette étude-là, ils disent qu'ils n'arrivent pas bien à identifier les causes, mais probablement parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. On est dans une aire protégée, hein, on le rappelle. On est dans des aires protégées, mais qui sont de petite taille et qui sont cernées par des zones agricoles intensives. Et donc, je dirais à l'échelle de la planète, pour tous les groupes, les deux principales causes qu'on a identifiées pour cette érosion de la biodiversité, ce sont la surexploitation des espèces qui sont consommées par l'homme. Donc ce n'est pas le cas pour les insectes, on ne les consomme pas, ou en tout cas pas en Europe. Pas encore, ça va peut-être venir effectivement. Et la deuxième grosse cause, c'est la destruction et la pollution des habitats naturels de ces espèces, parmi lesquels l'agriculture est un des principaux moteurs. Et il y a eu une étude qui a été publiée, alors je pense que ce n'était pas cette année, ça devait probablement être l'année dernière, qui faisait un bilan de ces différentes causes de disparition de la biodiversité. Et l'étude s'intitulait Fusils, filets et bulldozers comme les principaux moteurs de la disparition des espèces. Et ça met en évidence effectivement, fusils et filets, ce sont les effets de la chasse et de la pêche. Et bulldozers, ce sont les effets de la destruction des habitats naturels. Et est-ce qu'il existe des initiatives en Europe ou en France pour s'attaquer à cette problématique? Bien sûr. Il y a plusieurs choses qui sont faisables. Donc, quand on a identifié les causes, on peut essayer de changer des pratiques. Donc, notamment, il faut essayer de changer de pratiques agricoles, par exemple en réduisant l'utilisation de pesticides, et également essayer de restaurer les habitats naturels, ou en tout cas de les détruire moins. Et il y a certaines de ces pratiques qui sont déjà mises en œuvre. Alors, pour ce qui est des pratiques agricoles, il y a des initiatives qui, pour l'instant, à mon sens, n'ont pas eu beaucoup d'effet. Mais par exemple, pour la réduction de l'utilisation des pesticides, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les villes. Actuellement, il y a de plus en plus de villes qui passent au zéro phyto. Ils n'utilisent plus de produits herbicides, par exemple, pour nettoyer les rues, pour enlever les mauvaises herbes. Et ça, au Muséum d'histoire naturelle, on a des programmes de surveillance de la biodiversité qui nous disent que ça commence à avoir un effet sur la diversité des plantes qu'on voit en ville. Et sinon, il y a d'autres initiatives, par exemple, pour essayer aussi de réintroduire des espèces qui ont disparu d'une région. Et en France, un exemple de réintroduction qui a très très bien marché, c'est la réintroduction des vautours dans le sud-est de la France. Il y a eu toute une période où on n'a plus du tout de vautours dans ces régions du sud-est de la France, parce que les populations humaines les avaient décimés à cause de leur mauvaise réputation. Et depuis les années 80, il y a des programmes de réintroduction qui sont très efficaces. Par exemple, le vautour fauve est une espèce qui est actuellement avec une grande population dans le sud de la France, et il y a plusieurs autres espèces qui sont en cours de réintroduction. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile de défendre des insectes? Finalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment avoir des mouches chez soi ou des moustiques sur son pare-brise. Est-ce que ça ne pêche pas de ce côté-là? Alors effectivement, quand on fait des études sur les espèces qui bénéficient de programmes de conservation, on se rend compte qu'il y a des biais très très forts vers les espèces qui sont grosses, qui sont jolies, qui sont mignonnes. Et les insectes ont un déficit de ce côté-là. Alors peut-être pas les abeilles quand même. Je pense qu'il y a une certaine sympathie pour les abeilles et les papillons, effectivement. Et pour essayer de contrer ça, en fait, ce qui est de plus en plus fait, plutôt que d'essayer de protéger une espèce en particulier, c'est de protéger les habitats naturels. Et en faisant ça, on protège les habitats pour toute une gamme d'espèces, y compris les insectes. Et est-ce qu'on peut encore inverser la tendance ou pas? Alors, je ne sais pas répondre de façon certaine à cette question. En tout cas, il n'est pas trop tard pour essayer d'éviter la disparition de ces espèces. Ce que montrent ces études-là, c'est que les populations sont en déclin, mais les espèces sont encore là. Donc,
pour les espèces qui ont disparu, il est trop tard. Pour toutes les autres, si on change un petit peu nos pratiques, il est encore possible au moins de stopper le déclin et pourquoi pas d'inverser l'intendance. Et ça passe par des changements de comportement dans les populations humaines, parce que le facteur à terme de tout, le facteur ultime de toute cette érosion, bien sûr, c'est nous, ce sont les populations humaines, avec le nombre d'individus qui augmente, mais surtout des pratiques ou des modes de vie qui sont de plus en plus gourmands en énergie et en ressources alimentaires. Et donc, voilà, ça passe essentiellement par un changement de pratique. Et de manière un peu plus globale, oui, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, on vit la 6e grande extinction? Alors, parce qu'il y en a eu 5 au cours de l'histoire de la vie. Donc, ils sont définis avec des critères assez stricts de quel est le pourcentage d'espèces qui a disparu pendant cet épisode de crise. Alors, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est très élevé, hein, c'est 80-90%, je crois, des espèces. Pour l'instant, non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont disparu, concrètement. Mais potentiellement, oui. Si on continue sur cette même tendance, on peut avoir des extinctions d'espèces qui sont très très importantes. Et la situation est d'autant plus inquiétante qu'on a ce changement climatique qui, pour l'instant, n'est pas un facteur majoritaire de disparition de la biodiversité, mais qui peut le devenir s'il continue sur le rythme auquel il va actuellement. Quelques questions Je vais aller derrière parce que vous avez déjà posé une question. Pour les amoureux des insectes. Bonjour. Ma question concerne plutôt la disparition des moineaux dans la région parisienne. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une corrélation entre l'apparition d'une nouvelle espèce d'oiseau, une espèce de perroquet, perruche verte, qu'on voit un peu depuis une quinzaine d'années dans les cieux, de plus en plus, hein, de plus en plus nombreux? Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre ça, éventuellement, et puis disparition d'autres espèces d'oiseaux qui verraient leur espace occupé? Alors, je ne suis pas une spécialiste des oiseaux. Donc, ce qui est sûr, c'est que les populations de moineaux ont commencé à décliner bien avant que ces perruches à collier commencent vraiment à augmenter. Donc, il y a autre chose dans le déclin des moineaux que cette espèce introduite et qui est envahissante dans le sens où elle commence à vraiment avoir des populations de grande taille. Pour l'instant, les gens qui l'étudient n'ont pas pu mettre en évidence d'effets négatifs sur les autres espèces d'oiseaux. Et les déclins qui existent dans les milieux urbains, c'est d'autres facteurs, et notamment la disparition des sites de nidification avec des bâtiments qui sont de plus en plus bien fermés, bien contrôlés. Il y a une question là, de l'autre côté. Oui, bonjour, je me demandais quel était votre avis par rapport aux nouvelles agricultures possibles. Est-ce que vous dites que la permaculture c'est l'avenir ou qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'agriculture de l'avenir? Alors, c'est une vaste question. Je ne pourrais pas vous dire si la permaculture c'est l'avenir parce que c'est une pratique qui est en train de revenir à la mode et pour laquelle, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'études scientifiques pour regarder quelles étaient ses conséquences, notamment pour la conservation de la biodiversité. En revanche, il y a beaucoup d'études qui existent qui comparent les effets, par exemple, de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle sur la biodiversité. Et là, il n'y a pas de débat. Il y a vraiment beaucoup plus de biodiversité, à la fois en termes de nombre d'individus et de nombre d'espèces, dans les champs qui sont en agriculture biologique que dans les champs qui sont en agriculture conventionnelle. Et on peut montrer que c'est dû à la fois à un effet de l'utilisation de ces pesticides, mais aussi au fait que souvent l'agriculture biologique se fait dans des paysages où il y a beaucoup plus d'habitats naturels qui restent autour des champs et qui fournissent des habitats pour les espèces sauvages. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, mais si vous voulez bien, on va passer à au prochain sujet. Et on a réservé un espace-temps tout à l'heure pour garder vos questions et vous pourrez reposer à l'ensemble des invités sur l'ensemble des sujets. Merci. 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 Alors, donc, oui, Emmanuel, merci Guillaume. On s'est intéressé aux vivants, on va passer aux machines cette fois-ci, et aux machines intelligentes. Oui, avec Mathieu et Guénolé. Oui, et est-ce que tu as remarqué? Quoi donc, Mathieu? Les machines nous ressemblent de plus en plus. Vraiment? Regarde, les robots ne cessent de devenir plus agiles. Kengoro,
développé par des chercheurs de l'université de Tokyo, peut désormais réaliser des mouvements de gymnastique fluide grâce à ses moteurs calqués sur les muscles humains. Il peut par exemple soulever ses 56 kg pour faire des pompes ou des abdos, et quand il a chaud, ce robot sportif peut simplement transpirer pour se refroidir. Et tout ça n'est qu'un échauffement. Et après cet échauffement, on peut passer au véritable exercice. Regardez le robot Atlas de la société Boston Dynamics. Les robots sont non seulement sportifs, mais savent également mimer nos expressions. Regardez, il est notamment capable de faire un salto arrière, parfaitement exécuté. Quelque chose d'assez impressionnant. Alors il y arrive, mais pas tout le temps. Mais quand on voit ça, on comprend qu'un cap a été franchi. Cette machine est quand même d'une taille et d'un poids comparable à celui d'un humain, 1,50 m et 75 kg. Il est capable de faire des saltos, pas tout le temps bien repris et exécuté, certes, mais il est également capable... Il est également capable de déplacer des objets lourds et également, très impressionnant, de se promener dans la nature sur des terrains complètement inconnus qu'il n'a pas donc arpenté avant. Oui. Les robots sont non seulement sportifs, mais savent également mimer nos expressions. Et c'est le cas de Sophia, qui peut reprendre 62 expressions humaines, et de façon plus ou moins réussie selon les expressions. Chose unique, ce robot a obtenu le statut de citoyen en Arabie Saoudite. Mais c'est quand même dans le domaine de l'intelligence artificielle que cette année, les machines font aujourd'hui des prouesses. Parce que si les avancées ces dernières années ont été aussi fulgurantes, c'est en grande partie grâce au deep learning, qui est une technique qui se base sur l'imitation des réseaux de neurones des animaux par les systèmes informatiques. Cette technique a d'ores et déjà actuellement permis aux machines de conquérir une capacité que l'on pensait jusque-là réservée aux vivants, c'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience. Et en 2015, le programme de Google DeepMind, AlphaGo, battait au jeu de Go les meilleurs joueurs mondiaux. Ce programme innovant avait la capacité d'apprendre au fil de ses parties afin d'améliorer sa technique. En octobre dernier, son successeur, AlphaGo Zero, le terrassait à son tour sur le score de 100 parties à 0. Ce nouveau programme révolutionnaire n'avait, lui, jamais joué une seule partie, ou plutôt, il en avait réalisé des millions, mais seulement contre lui-même. On voit donc que ce thème aura des implications sans doute à l'avenir extrêmement fécondes, extrêmement importantes, intéressantes. Donc c'est vraiment un sujet à suivre pour les prochaines années. Alors, Laurence de Villers, notre experte, n'a pas pu venir parce qu'elle est souffrante. Moi, je peux témoigner là, en tant que journaliste scientifique. On a reçu énormément de publications scientifiques concernant l'intelligence artificielle durant l'année 2017. Et on dirait qu'il y a un véritable envol. Donc notre experte n'est pas là pour nous confirmer ça. Mais on a encore tout récemment, c'était fin novembre ou début décembre, une intelligence artificielle a été capable d'apprendre elle-même un langage simplement en lui fournissant des textes. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même pas de dictionnaire pour comprendre ce que sont les mots. Elle fait une cartographie des mots, elle arrive à reconstituer le langage. Et si on lui fait ce travail sur 2 langages différents, elle est capable de traduire une langue vers une autre. Alors pour l'instant, avec une qualité qui n'est pas aussi bonne que Google Traduction, par exemple, mais elle est partie, c'est des intelligences artificielles qui partent de rien, et c'est assez étonnant. Voilà. Mais on peut quand même évoquer une chose, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Et toi, Sylvestre, tu es journaliste scientifique aussi, tu nous dis méfiance aussi sur ce terme d'intelligence artificielle. Oui, c'est un sujet sur lequel il y a eu à la fois beaucoup de science, mais aussi c'est un des sujets favoris des romans d'anticipation, de science-fiction. Et le souci que peuvent rencontrer le grand public dans la compréhension, c'est que les termes utilisés ont un sens en sciences de l'information, en informatique, et puis un autre sens pour vous et moi quand on parle de l'intelligence de son gamin
ou de son collègue de travail en termes positifs ou négatifs. Les machines que les informaticiens mettent au point, les logiciels, etc., permettent de simuler des actions très précises de l'intelligence humaine dans des domaines extrêmement circonscrits. Et comme elles disposent de moyens de calcul phénoménaux, elles peuvent simuler un niveau d'intelligence très élevé, comme on l'a vu pour les machines qui battent désormais à plat de couture les humains au jeu d'échecs ou de Go. Mais la vie n'est pas un jeu d'échecs et la vie n'est pas un jeu de Go. Il y a beaucoup de choses autour du plateau. Et c'est là que, évidemment, la difficulté apparaît. Et d'autre part, les êtres humains, quand ils parlent de leur intelligence ou de l'intelligence de leurs congénères, ils incluent dans ce mot la volonté et les objectifs, pourquoi on vit, etc. Et c'est le tout début de comment est-ce qu'on pourrait faire simuler ça par un code informatique. On en est encore très 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 loin. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, à vous procurer le dernier livre de Gérard Berry. Gérard Berry, c'est un très grand informaticien, il est professeur au Collège de France. Et il a fait paraître il y a quelques mois aux éditions Dit Jacob un livre qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique, dans lequel il rappelle qu'un ordinateur fait bêtement ce que vous lui avez dit de faire, jusqu'au bout, même si le fait de le faire jusqu'au bout aboutira à une catastrophe. Et pour donner un exemple de ce que cela signifie en termes de défi pour les informaticiens, si vous avez un robot et que qui est au bord d'une falaise, si le programme lui dit de sauter, ça ne va pas être si facile que ça de mettre dans le programme quelque chose qui dira au robot que non, là, il ne faut pas sauter, bien qu'il soit programmé pour obéir aux commandes de l'être humain, sauf évidemment si l'objectif c'est de faire un crash test en bas de la falaise. Merci, oui. Merci beaucoup. On va passer sur ce sujet intéressant à vos questions. J'imagine qu'il y a des réactions. Je vous ai entendu frémir avec le visage. Là-bas, c'est ça ? Bonjour. Je voulais savoir en fait s'il y avait, parce qu'on voit, ça pourrait paraître assez inquiétant de voir autant des intelligences se développer aussi vite, battre des joueurs de Go professionnels, etc. S'il y avait déjà à l'heure actuelle des régulations, des lois, des législations pour éviter de, entre guillemets, on n'est peut-être pas encore là, mais relâcher une intelligence artificielle qui pourrait s'avérer dangereuse ou être nuisible ou faire profiter ses créateurs d'avantages particuliers, quoi. Sylvestre, tu as la réponse ou... Il y a... Après, c'est peut-être un peu en dehors des... En fait, il y a un projet de loi... À ma connaissance, il n'y a pas, mais le problème va se poser très vite avec les véhicules autonomes. Et toutes les questions de la responsabilité, si un véhicule autonome provoque un accident humain, qui en est responsable? Est-ce que c'est le véhicule? Mais on ne va pas condamner un véhicule, ou alors on va reprendre... des traditions moyenâgeuses où on faisait des procès aux cochons qui tuaient les gens. Le responsable, c'est évidemment éventuellement le code ou alors le contexte dans lequel le véhicule a circulé. Donc on va se retourner vers l'administration publique qui a organisé tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que à la fois, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, et dans le même temps, on voit bien qu'à la vitesse à laquelle se développent ces technologies informatiques, c'est un sujet qui va ne faire que croître et sur lequel il faudra développer des réflexions politiques, sociales, philosophiques pour s'assurer que pour que cette technologie, comme d'ailleurs pour l'ensemble des technologies, eh bien, les hommes soient capables de retirer le bien, le positif possible d'une technologie et se garantir du mal, du négatif. Il y a très peu de technologies qui ont que du bien ou que du mal. Et du coup, c'est pas toujours facile de savoir où est le mal, où est le bien. Une autre question, une autre remarque peut-être? Là-bas.
Après, vous avez rappelé les limites des intelligences artificielles comme AlphaGo, Deep Blue, qui en soi ne savent faire qu'une seule chose. Actuellement, maintenant, le défi n'était pas d'intégrer, de sortir des jeux, parce qu'ils aiment bien les modèles des jeux pour les intelligences artificielles, où il n'y a pas de hasard, où tout est codifié selon des règles qu'on peut facilement mettre dans un programme, mais les intelligences qui soient capables de mettre en valeur le hasard, d'estimer les risques, et surtout de faire plusieurs tâches. Je crois qu'actuellement, au MIT, il faut régulièrement chaque année des concours avec des intelligences artificielles qui s'affrontent à plusieurs jeux, et dont la France d'ailleurs a gagné cette année, avec le logiciel Woodstock développé par des gens du CNRS. Pardon. Finalement, mettons en avant les mauvaises choses dans ce que doivent les défis de l'intelligence artificielle pour mettre en avant d'autres caractéristiques où sont les vrais défis. Eh bien. Qui se lance pour répondre? Je connais pas assez toutes ces expériences en cours, donc je vais avoir du mal à y répondre. Sylvestre, non. Ce sera une question sans réponse. Merci beaucoup pour votre question. Et on va peut-être passer... Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Donc merci à Sylvestre pour son intervention au dernier moment, et puis à Guénolé et Mathieu. Alors, la science, ça ne se résume pas à des publications scientifiques, ce sont aussi des applications, puis parfois des éléments de décision qui vont influencer le débat démocratique. Et pourtant, l'interprétation des résultats scientifiques ne fait pas toujours consensus. On l'a vu à plusieurs reprises durant l'année 2017. Je pourrais évoquer les vaccins, par exemple. Mais on a retenu un autre sujet, c'est l'affaire du glyphosate. Alors, si ça ne vous parle pas, on a demandé à Héloïse de nous dire, c'est quoi cette histoire de glyphosate? Alors, tout d'abord, le glyphosate, c'est quoi? C'est cet herbicide non sélectif qui aujourd'hui représente 25% du marché mondial des pesticides et qui entre notamment dans la composition du Roundup, utilisé par Monsanto et qui a reçu de vives critiques de la part des protecteurs de l'environnement. En 2015, le CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche contre le cancer, l'avait déclaré génotoxique, c'est-à-dire endommageant l'ADN, mais également cancérogène pour l'animal et cancérogène probable pour l'homme. C'est cet argument qui a été repris par le Parlement européen en octobre 2017, après une séance plénière où les députés ont adopté une résolution demandant l'interdiction progressive du glyphosate sur 5 ans et réclamant également son interdiction de l'usage non professionnel et dans l'espace public. Parallèlement, des études réalisées par des agences réglementaires officielles ont déclaré le glyphosate comme inoffensif pour la santé, et c'est ce qui a poussé la Commission européenne à appuyer son homologation sur 10 ans. En novembre dernier, un nouveau rebondissement, des travaux de recherche reconnus comme indépendants n'ont fait état d'aucun lien entre le glyphosate et le cancer. Cette divergence entre les diverses instances, elle a suscité beaucoup d'interrogations de la part des ONG, mais également des scientifiques et des élus européens qui remettent en cause les procédés d'évaluation. Difficile alors d'y voir clair et de démêler le vrai du faux dans ce dossier complexe et sensible. Monsieur Sylvestre Huet, comment, en tant que journaliste scientifique, est-il possible de rendre compte de la complexité d'un tel dossier? C'est difficile, surtout que le débat public sur ce sujet a été d'emblée complètement pollué, confisqué par deux messages extrêmement violents, extrêmement contradictoires et opposés, émis pour l'un par les industriels producteurs des herbicides à base de glyphosate, par des syndicats d'agriculteurs qui utilisent le glyphosate de manière massive, par quelques scientifiques qui ont dit le glyphosate c'est risque zéro, c'est une molécule, on pouvait la boire pratiquement, et donc on peut continuer à l'utiliser de manière absolument massive. Et de l'autre côté, vous aviez un message extrêmement alarmiste tenu par des ONG, par quelques scientifiques aussi, qui est allé jusqu'à ce message extrême, une des militants de ce sujet qui a dit que le glyphosate était la molécule la plus dangereuse inventée par l'homme au XXe siècle.
ce qui est vraiment de l'ordre du délire, parce que vu qu'il y en a partout, on devrait tous être morts de coup. Et ces deux positions extrémistes qui ont occupé l'espace public et conduit aux discussions politiques assez étranges pour les citoyens au niveau de la Commission et du Parlement européen et de la réunion des ministres concernés au niveau européen, sont fausses. Le glyphosate ne va pas tuer tout le monde, parce que sinon il l'aurait déjà fait, vu le caractère massif de son utilisation. Et on voit bien que les opinions diverses émises par les diverses agences d'expertise sanitaire ne plaident pas dans cette direction. Certaines disent qu'il ne provoque pas le cancer chez l'homme. La seule agence qui dit qu'elle pourrait le provoquer, cancérogène probable, dit ça, probable, parce qu'en fait, elle n'a aucune étude épidémiologique chez l'homme qui dise ça. Mais comme elle a le fait que, par principe, il peut être génotoxique, et que chez l'animal, en expérimentation, on arrive à provoquer des cancers, alors on peut en tirer la conclusion que c'est un cancérogène probable pour l'homme. Il y a eu pire encore dans l'action pour empêcher un débat public, un débat démocratique serein et efficace. C'est que au moins l'un des industriels qui produisent le glyphosate, Monsanto, petite parenthèse, la grosse majorité du glyphosate utilisé dans le monde n'est pas produit par Monsanto, mais c'est Monsanto qui a breveté la molécule il y a longtemps, mais elle est tombée dans le domaine public il y a longtemps aussi. Donc il ne faut pas se tromper, Monsanto n'est qu'une petite partie du problème. Mais l'industriel Monsanto est allé jusqu'à utiliser des moyens illicites pour pervertir les processus d'analyse des risques par les agences publiques d'expertise, notamment en corrompant quelques scientifiques avec de l'argent. Donc, même s'il n'y avait pas que l'argent dans la motivation de ces scientifiques, qui ont accepté, par exemple, de jouer ce qu'on appelle les auteurs fantômes, c'est-à-dire d'écrire des textes qui ont été signés par d'autres. Et ça, faut pas. Il faut traquer ce genre de comportement illicite, parce que, évidemment, derrière, toujours, quand on recourt à de tels moyens, c'est qu'il y a un problème avec la vérité. Sinon, quand on est sûr que ce qu'on dit est vrai, on n'a pas besoin de payer et de corrompre des auteurs fantômes. Et du coup, on est probablement passé à côté du vrai débat. Parce que les herbicides sont un problème majeur pour les agricultures intensives sur notre planète. Parce qu'ils ont été l'outil numéro 1 de l'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire de la transformation de nos paysages avec des monocultures massives, récurrentes, sur les mêmes parcelles. Et donc, l'abandon des techniques, on va dire ancestrales, dont certaines datent de l'invention de l'agriculture, de la lutte contre ce qu'on appelle en langage courant les mauvaises herbes, que les agronomes ou les agriculteurs appellent les adventices. Bref, toutes les plantes qui viennent concurrencer la plante la graine que vous avez semée pour cultiver une plante alimentaire pour l'essentiel, ou le coton pour l'habillement, etc. Qui est quelque chose de totalement incontournable. Le geste agricole, ça consiste, en première approximation, comme diraient les physiciens, à fabriquer un garde-manger pour soit les insectes, soit un endroit pour pousser pour des plantes qui vont concurrencer ce que vous voulez faire. Donc il faut nécessairement faire quelque chose contre les adventices, sinon au lieu de votre champ de blé, vous avez autre chose. Mais comment? Les herbicides chimiques ont permis aux agriculteurs, dans les agricultures intensives, de ne plus faire le désherbage mécanique, qu'on faisait avant même à la main, de ne plus faire la lutte contre les adventices par des rotations complexes, c'est-à-dire on change chaque année de culture au même endroit et on change sur un cycle qui peut être 5, 6, 7, 8, 10 ans
avec des cultures différentes pour duper les adventistes, pour leur transformer leur environnement, pour ne pas toujours sélectionner les mêmes mauvaises herbes. Enfin, il y a beaucoup de moyens agronomiques classiques qui permettent quand même d'avoir des productions importantes sans recourir aux herbicides. Or, les herbicides, ça veut dire qu'on répond toujours les mêmes molécules, qu'on pollue les sols, qu'on pollue les eaux, aussi qu'on fait place nette aux mauvaises herbes, alors qu'on voit que non, il y a besoin d'avoir aussi un peu des mauvaises herbes pour la biodiversité, notamment des insectes, qui jouent eux-mêmes un rôle, parce que les insectes, il y a les nuisibles et puis il y a ceux qui protègent les cultures. C'est très intéressant d'avoir, par exemple, plein de coccinelles pour bouffer les pucerons, plein d'araignées pour bouffer d'autres insectes qui ravagent les cultures. Donc c'est important que tous ces insectes-là puissent continuer à exister. Et donc, le vrai débat de l'avenir, c'est de transformer notre modèle agricole dans les pays où l'agriculture a pris ce tournant depuis les années 50, pour aller vers des agricultures qui vont consommer moins d'engrais, moins d'insecticides, moins de fongicides, moins d'herbicides, voire pas du tout. Et on a d'autant plus intérêt à se poser cette question dans ces termes que nos chercheurs publics ont démontré que c'était possible techniquement. En Bourgogne, près des Poisses, l'INRA travaille depuis 20 ans maintenant à des expériences de grandes cultures, blé, colza, betterave, pas des petits herbes aromatiques, où on conduit les cultures avec un recours très faible, voire zéro aux herbicides. Et la démonstration a été faite que techniquement c'est possible, avec une très légère baisse des rendements à l'hectare. Alors, vous posez peut-être la question, alors si c'est techniquement possible, pourquoi est-ce que tous les paysans ne s'y mettent pas? Eh bien, parce que la difficulté, elle n'est pas technique, elle est essentiellement d'ordre économique. Parce que si on fait des rotations beaucoup plus complexes, si on utilise par exemple, quand on a une invasion de mauvaises herbes, la technique finale, c'est que vous plantez de la luzerne. Ça fait du foin pour les animaux. Et puis vous coupez la luzerne, et au bout de 2-3 ans de luzerne comme ça, vous avez, pas éradiqué, mais contrôlé votre invasion de mauvaises herbes. Tout le problème, c'est comment est-ce qu'on transforme les marchés agricoles, comment est-ce qu'on remet de la diversité dans les productions animales et végétales dans un même espace agricole, pour que les agriculteurs qui, par exemple, sont obligés de faire de la luzerne pendant 3 ans dans un champ où d'habitude ils faisaient blé, colza, orge, betterave, maïs, des choses comme ça, ils aient des acheteurs pour leur luzerne, donc en général des éleveurs de bovins. C'est ces conditions-là économiques qu'il faut réunir pour que la démonstration technique qu'a faite l'INRA puisse être utilisée massivement, ce qui permettrait progressivement de sortir des herbicides qui soient au glyphosate ou à d'autres molécules. Remarque finale. Quand on a posé un débat aussi mal, le glyphosate va tuer tout le monde, il faut arrêter tout de suite, etc., point barre, et on ne parle pas du reste, eh bien l'une des conséquences, c'est qu'une interdiction rapide du glyphosate aura comme résultat une utilisation massive d'autres herbicides par les paysans, et il y a un problème, c'est qu'ils sont tous pires du point de vue de la santé humaine et du point de vue de l'environnement. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est organiser la sortie des herbicides, de tous les herbicides, et en termes d'interdiction, commençons par interdire les pires. Je vous explique que la problématique, elle est beaucoup plus nuancée. Mais est-ce qu'on retrouve cette nuance dans les médias? Est-ce que les journalistes ne sont pas aussi responsables de présenter un débat un petit peu caricatural pour, contre, et pas de nuance entre les deux? Les journalistes, les journaux, les directions, tout ça est évidemment à moduler en fonction des journaux et des journalistes et des directions. Tout le monde ne fait pas le métier de la même manière. C'est pas si facile que ça de faire réfléchir la société française à un problème agricole. Parce que la plupart des Français sont des urbains qui connaissent strictement rien aux activités agricoles.
Et les paysans sont souvent très frustrés et très amers du fait que on parle beaucoup de ce qu'ils font dans les journaux, à la radio, à la télé, etc., dans des termes qu'ils ne reconnaissent pas. Parce que ce sont des termes qui sont adaptés à un public qui est essentiellement urbain et ne connaissant pas grand-chose, pour être gentil, aux activités agricoles, que ce soit de l'élevage ou les plantes alimentaires. Ce qui est vrai aussi, c'est que si vous avez un journaliste de porte-micro, c'est-à-dire je interview Monsanto d'un côté, et puis de l'autre côté, j'interview une ONG qui va dire que c'est l'horreur absolue, et puis ils vont dire des choses qui sont très contradictoires, violemment opposées, dans un format où il n'y aura pas vraiment l'explication. Et puis après, en gros, on dit au lecteur ou à l'auditeur du journal télévisé, démerdez-vous pour comprendre. Non, il faut que les journalistes, les journaux fassent le travail d'enquête, de mise en perspective, d'explication des mots, sans être soumis à ces messages qui sont formatés pour obtenir une conviction, donc avec des techniques qui sont plutôt de l'ordre de la publicité ou de la propagande, pour obtenir un résultat politique. C'est comme ça qu'on peut raconter quelque chose qui est faux, factuellement, mais qui, si l'obtient, emporte la conviction des citoyens, est un succès politique. Alors comment faire pour qu'on ait des journaux qui soient plus dans cette capacité d'explication de la complexité du monde réel que dans surfer sur une vague, faire plaisir aux lecteurs ou aux éditeurs? Eh bien pour ça, il faut beaucoup plus d'autonomie économique pour les journaux. Il faut beaucoup plus de journalistes, parce que le travail d'enquête, étudier les dossiers, etc., ça demande du temps. Et donc il faut beaucoup plus de temps pour faire un bon article que pour faire un mauvais article. Et il faut plus de journalistes spécialisés en sciences. Et de ce point de vue, la pente n'est pas très bonne. Oui, j'allais dire, c'est pas très tendance. Non, pour vous donner deux chiffres précis qui montrent que la société française, dans son ensemble, a un problème démocratique majeur. De 1945 à 2009, tous les ans, il y a eu plus de journalistes. On les compte très précisément parce qu'on a une carte de presse qui nous est donnée par un organisme. Pour avoir la carte de presse, il ne faut pas seulement prouver qu'on veut être journaliste ou qu'on se déclare journaliste. Il faut travailler. Et il faut gagner sa vie comme journaliste. Donc c'est une mesure réaliste du nombre de journalistes qu'il y a dans notre pays. En 2009, on est arrivé à un pic, 37 000, je ne sais plus combien les centaines, ça doit être 500 ou 600 journalistes. Aujourd'hui, on est à au moins 2000 de moins. Donc la société de la connaissance qu'on nous promet, etc., se traduit par le fait qu'il y a une baisse relativement importante du nombre de journalistes, alors même qu'on voit bien que les citoyens ont besoin de pouvoir compter sur des intermédiaires, pas sur des publicitaires, pas sur des propagandistes, pas sur des industriels, pas sur des militants qui peuvent être très sympathiques, hein, mais qui sont quand même qui n'ont pas envie de diffuser les informations qui ne les arrangent pas. Des responsables politiques qui sont aussi dans une démarche plus de propagande que d'explication du réel et de la complexité du réel. Et finalement, la profession dont c'est le rôle social, pour ce qui concerne l'information quotidienne des gens, c'est les journalistes. Et on voit bien que le désaveu massif dans les enquêtes, hein, sur est-ce que vous faites confiance aux journalistes ou pas, on a vraiment une image terrifiante, qui a plein de raisons d'être. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas à la fois expliquer qu'en théorie, pour qu'une société démocratique fonctionne, il faut des institutions, il faut la séparation des pouvoirs, il faut la liberté de vote, il faut la liberté, etc. etc. Et puis on termine en disant qu'un des éléments qui contribuent à faire fonctionner tout ça, c'est la liberté de la presse. Pour que cette liberté soit effective et pas seulement théorique, et que donc la qualité de l'information du public par la presse permette d'élever le niveau du débat public et des décisions, et donc de permettre que les décisions démocratiques soient prises après des discussions elles-mêmes le plus démocratiques possible, on voit bien que c'est un outil totalement indispensable, et la dégradation de cet outil dans ces dernières années, avec la confiscation de la plupart des grands moyens d'information par
le top 10 des plus riches de notre pays. Ils ne font quand même pas ça ni pour gagner de l'argent directement, ni par philanthropie. Très clairement, ils font ça dans un objectif de contrôle et à leur service de l'information. Et la difficulté qu'on a à améliorer l'audience de l'information la plus sérieuse, la plus responsable, faite par des journalistes qui tentent simplement, modestement, de faire leur métier au service de la démocratie, ça c'est un des problèmes majeurs pour l'avenir, et en particulier pour tous les sujets où la décision politique et la décision démocratique portent sur l'usage des technologies. Tout simplement parce que nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus dépendants de l'usage de technologies. Ces technologies sont fondées sur des sciences qui sont très compliquées. Même votre GPS utilise les équations d'Einstein pour avoir la précision que vous en attendez. Et donc ces sciences sont très peu diffusables, parce que je pense que dans cette salle, il doit y avoir une seule personne capable de résoudre les équations d'Einstein. Et donc on ne peut discuter d'une manière correcte du bien et du mal des technologies, non pas par la connaissance de tout le monde, de tout ce qu'il y a de scientifique dans ces technologies, parce que ça, c'est un rêve qu'on ne peut plus poursuivre. Ça suppose qu'on partage d'autres types de connaissances, de l'ordre de l'expertise, de l'analyse critique, des conséquences que peuvent avoir en bien ou en mal l'usage de différentes technologies. Et ça, on voit bien que ça dépend de la création de ces expertises par des agences publiques. On a absolument besoin de payer sur nos impôts des scientifiques qui ne sont donc pas payés par des industriels pour savoir les avantages et les inconvénients des différentes technologies. Et puis, tout un corps intermédiaire, c'est les enseignants, évidemment, mais c'est aussi les journalistes, capables de diffuser dans la société les termes des débats sur l'usage ou les conditions d'usage des technologies pour qu'on puisse en retirer le bien et en éviter le mal. Je pense que Merci les étudiants beaucoup. t'ont entendu. Bravo. On a le temps. C'est pas tout à fait fini. Alors juste une ou deux questions, puis après vous allez voir, il y a encore deux petits chapitres. À propos du thème précédent, je voulais poser une question sur les grands mammifères, les grands primates en Afrique et en 2017 ou avant, l'évolution des chiffres, du nombre des espèces. Alors, notamment les hominidés, enfin les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans. Alors malheureusement, je vais être incapable de vous donner des chiffres parce que je travaille en France métropolitaine et plutôt sur les plantes et les insectes. Ce qui est sûr, c'est qu'en nombre d'espèces, il n'y a pas eu de disparition d'espèces récentes sur ces grands singes. Mais il y a, comme pour beaucoup d'autres groupes, des déclins de population très importants. Malheureusement, je n'ai pas un chiffre précis à vous donner. Merci. On vous redonne, je vous l'ai promis, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Oui, vous serez à même de poser des questions aux différents invités. Mais comme vous avez vu, on a traité 6 sujets. Or, il y en a bien plus. Alors, on a une petite séance coup de cœur, là, pendant quelques minutes. Oui, on a passé en revue beaucoup de choses avant de faire un choix. Et ce choix, il est forcément subjectif. Alors, au lieu de se dire, de toute façon, on ne pouvait pas tout traiter, alors on s'est dit, on va essayer de... Chacun a son petit coup de cœur, un sujet, soit qui a marqué l'année, soit qui ne l'a pas marqué, mais c'est une belle image, c'est quelque chose qui vous a touché. Et Guillaume, toi, qu'est-ce qui t'a touché? C'est quoi ton sujet coup de cœur? Alors moi, ce qui m'a touché, c'était la marche pour la science. Donc du coup, c'est une manifestation qui a été à l'initiative des scientifiques américains qui ont voulu protester contre la politique de Donald Trump et pour la préservation de l'environnement. Et du coup, en fait, cette manifestation s'est mondialisée. Et du coup, en France, il y a 7000 personnes qui ont défilé pour cette cause et 5000 à Paris. Hugo. Alors, c'était difficile de parler de 2017 sans parler d'une figure assez incontournable, Elon Musk.
avec ses différents projets et entreprises SpaceX, Tesla, SolarCity. Ce qui m'a marqué, moi, personnellement, le plus, c'est les fusées réutilisables de SpaceX, avec un étage qui a été réutilisé pour 3 lancements différents. Donc voilà, récupéré à chaque fois. Alice. Alors, en 2017, on a aussi eu la visite de Oumuamua. Voilà. Alors, Oumuamua, c'est un astéroïde un peu particulier parce qu'il a été détecté comme provenant d'au-delà du système solaire. Donc, sa forme un peu allongée a fait penser à un vaisseau spatial pour les fans de science-fiction. Mais bon, a priori, c'est juste un gros caillou, il n'y a pas de quoi trop s'emballer. Attention, c'est une infographie, c'est une vue d'artiste, c'est pas une photo réelle. La taille, tu as l'idée de la taille? Non. On va la trouver, on va la chercher. Alors moi, en tant qu'adorateur de géologie, c'est la découverte du continent Zealandia, donc entre la Nouvelle-Calédonie au nord et la Nouvelle-Zélande au sud, qui représente à peu près la taille de l'Inde, soit 4,9 millions de kilomètres carrés. Et donc je trouve ça étonnant qu'un continent soit encore découvert de nos jours, surtout que cette partie-là du monde est moins cartographiée que la surface de la Lune et de Mars. Antonin, c'est... Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour Tapanuli. C'est le nom de la nouvelle espèce d'orang-outan qui a été découverte à Sumatra. La dernière espèce de singe découverte remonte à 1929, donc c'est étonnant de pouvoir encore découvrir des espèces de grands singes. Le seul bémol, c'est que cette population de singes ne compte que 800 individus, donc à peine découverte, elle est déjà menacée par la déforestation, le braconnage. Et si on ne fait rien, eh ben, cette espèce pourrait disparaître dans les décennies à suivre. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller comme le reste de la biodiversité. Juliette. Mon coup de cœur à moi, c'est l'arrivée du clitoris dans les manuels scolaires. On n'en parlait jamais, on ne le montrait pas, et pourtant c'est le seul organe qui est destiné uniquement au plaisir. Et je trouve que c'est important de parler du plaisir féminin et masculin, parce que c'est aussi une manière de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Mathieu. Pour les orang-outans, vous n'avez pas applaudi. Hein. Mathieu, on t'écoute. Oui. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est cette image. Donc, en mars 2017, une équipe argentine a découvert une grenouille verte un peu particulière, puisqu'il s'agit de la première grenouille fluorescente. Et on ne sait pas trop à quoi ça peut lui servir, mais les scientifiques pensent que ça peut lui servir à communiquer. Et Héloïse ? Alors, mon coup de cœur à moi, c'est cette opération incroyable qui a été réalisée par un neurochirurgien italien et qui est la première greffe de tête humaine sur un cadavre. L'opération elle a duré 18 heures et c'est un véritable espoir pour les personnes qui sont atteintes de maladies neuromusculaires incurables. C'est une révolution qui est à prendre avec des pincettes puisque l'opération sur personne humaine, elle relève d'un vrai défi. Il faudrait à la fois que le cerveau reste vascularisé pendant la durée entière de l'opération et également que les 2 moelles épinières soient fusionnées. Donc la prochaine étape, elle est en 2018 et elle se fera sur des personnes vivantes en mort cérébrale. Là encore, c'est un montage. C'est pas la véritable tête. Et peut-être que justement, nos invités ont aussi il y a une info qui vous a marqué, qu'on n'a pas traitée. Peut-être... non, il n'y a rien qui vous vient à l'idée. Peut-être dans vos disciplines, j'en sais rien. En tout cas, on a mis beaucoup de choses, non pas à la poubelle, mais de côté, parce qu'on ne pouvait pas tout traiter. Oui, vous prenez le micro. Voilà. Je voulais revenir, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en fin de compte cette histoire de pharmacopée qui rejoint aussi les problèmes de biodiversité, parce qu'on a parlé beaucoup des animaux, mais on pourrait parler aussi des végétaux. Oui, je pense que cette découverte par les hommes, que ce soit, là on a parlé de Néandertal, mais peut-être même avant avec les Homo erectus, peut-être, cette histoire de connaissance en fin de compte de la nature et de la diversité de la nature et du potentiel d'utilisation de la nature sauvage, parce que là on est avec des chasseurs-cueilleurs, donc des prédateurs, on n'est pas dans la production. Je pense que ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'impression aussi que très tôt, l'homme, justement, s'est intéressé à reconnaître à la fois pour la consommation normale, pour la nourriture, mais aussi pour d'autres raisons. Donc là, on pense à ces plantes médicinales. Mais c'est intéressant de voir que très tôt, l'homme, dans cette nature, n'a pas vu simplement le côté subsistance
et que probablement derrière tout ça, il y a aussi des formes de symbolisme derrière ces plantes et ces animaux très tôt. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et on a de plus en plus la preuve de ça. C'est-à-dire que l'animal, par exemple, tenait une place extrêmement importante chez nos prédécesseurs et chez Néandertal. Et donc, voilà, c'était important de revoir. Peut-être que nous, on devrait retourner un peu plus de nature. C'est entendu. Et vous-même, donc, alors on a quelques minutes. Il y aura une petite dernière partie après sur la suite. Hein. Vous imaginez bien, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, un 20 janvier. On aura quelques minutes après, mais quelques questions, alors générales ou éventuellement sur d'autres sujets, sait-on jamais. Monsieur. Merci. Ma question s'adresse à Madame Porcher. Donc, dans le domaine de la disparition des insectes, c'est que j'ai constaté et j'ai entendu parler que parallèlement à la disparition des insectes que vous avez évoqués, il existe des insectes qui sont un peu envahisseurs. Je pense à deux catégories d'insectes qui posent problème même du point de vue de la santé. Celui sur la santé, c'est notamment le frelon dit asiatique. Et je pense également aux types de coccinelles qui ont évolué, qui ont muté, des hordes de coccinelles avec des points noirs différents et des allures différentes. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces invasions, entre guillemets, je vous pose la question, et surtout du devenir? Est-ce que ces insectes aussi sont promis à une disparition? Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a plusieurs espèces d'insectes qui ont été introduites en général par l'homme dans des endroits où ils n'étaient pas et qui s'installent dans ces endroits. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une proportion infinitésimale par rapport au reste des insectes qui sont présents. Mais dans certains cas, effectivement, ils peuvent poser problème. Et de façon générale, le phénomène des espèces exotiques envahissantes, il n'y a pas que des insectes, il y a aussi des plantes, il y a aussi des mammifères. C'est considéré comme une des causes d'érosion de la biodiversité. Alors il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là au sein de la communauté des chercheurs en écologie, avec des gens qui disent que vraiment c'est un problème majeur et qu'il faut essayer de les éradiquer, de les contrôler au maximum. Et de fait, c'est un problème notamment dans les îles, où les surfaces sont petites et où les espèces qui vivent en général ont évolué sans beaucoup de prédateurs et sont peu aptes à se défendre contre des nouvelles espèces introduites, particulièrement quand c'est des prédateurs. Sur les continents, les cas où on a vraiment démontré un effet négatif de ces espèces envahissantes, ils restent assez rares. Et de toute façon, en général, il y a assez peu de choses qu'on puisse faire pour les contrôler. Donc, par exemple, pour le frelon asiatique, il y a eu des gens qui ont recommandé de mettre des pièges pour attraper et tuer les reines de ces frelons asiatiques. Mais en fait, quand on fait ça, certes, on attrape des reines de frelons asiatiques, mais on attrape plein d'autres choses et probablement un grand paquet d'espèces menacées. Et donc, peut-être que ce qu'on croit bien faire en essayant de se débarrasser d'une espèce, finalement, ça a plus des effets négatifs qu'autre chose. Donc, mais clairement, pour l'instant, il y a débat sur ce rôle des espèces exotiques envahissantes. Bonjour, j'avais une question. Si la biodiversité continue à déclindre de cette manière, quels auront les impacts dans les années à suivre? Alors, pour qui? Pour la planète en général. Donc, d'abord, je tiens à dire une chose. Indépendamment de l'homme, c'est dommage que la biodiversité disparaisse parce qu'elle a une valeur en elle-même. Elle est le résultat de milliards d'années d'évolution qui ont conduit à une très grande diversité. Et rien que pour ça, c'est un problème qu'elle disparaisse. Pour l'homme, eh ben, ça peut poser un grand nombre de problèmes parce que les sociétés humaines sont complètement dépendantes de la biodiversité pour leur fonctionnement. Ce sont des sources de nourriture, des sources de matières premières, du bois, du coton. La biodiversité participe à la régulation de notre système climatique, au piégeage du dioxyde de carbone, à la dépollution des eaux, à plein de fonctionnements de la planète dont on dépend pour notre survie. Et donc, pour l'instant, on n'a pas quantifié ces effets, mais ce qui est sûr, c'est que ce bon fonctionnement de l'ensemble de la planète, il dépend de la biodiversité, c'est-à-dire de la diversité du vivant, et pas seulement de 1, 2, 3 espèces individuelles qu'on pourrait garder pour s'assurer notre survie.
Donc on peut anticiper, si on continue comme ça, des effets négatifs assez forts, et on a commencé à en voir. Par exemple, dans le cas de la pollinisation, il y a des régions dans le monde où la pollinisation doit se faire à la main par des ouvriers agricoles qui sont payés pour polliniser les cultures. Une dernière question sur ma gauche, courte, avec une réponse courte. Oui, j'aurais posé une question à la préhistorienne, je crois, Madame Patoumaitis. C'est ici, c'est au sujet des Néandertals. J'avais entendu parler d'une grotte qu'on avait découverte qui avait été habitée par les Néandertals. Alors, je crois que je ne sais pas s'il y avait de la rupestre et tout ça. Je voulais savoir ce qu'elle en pense, qu'on n'entend plus tellement parler. Est-ce que c'est important, c'est pas important? Est-ce que c'est discuté ou, je sais pas. Alors, c'est vrai, merci monsieur de soulever ça, parce que comme c'était en 2016, fin 2016, j'ai pas osé en parler pour 2017. C'est vrai que vous avez tout à fait raison. Il y a une grotte qui s'appelle Bruniquel, en Tarn-et-Garonne, qui a été une découverte sensationnelle, puisque nous avons une construction, une structure faite par les Néandertaliens, avec une datation sans aucun problème, puisqu'on a sur la calcite, etc., de structures donc circulaires, de morceaux de stalagmites, et avec quelques foyers. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est à 376 mètres de l'entrée, c'est-à-dire que c'est vraiment une appropriation du monde souterrain, alors qu'on pensait que c'était surtout rentrer comme ça sous terre, c'était surtout l'homme moderne. Et là, pas du tout, parce qu'on a fait ces datations 176 000 ans, donc c'est vraiment l'homme de Néandertal. Et donc on a ces structures, et il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que c'est un travail gigantesque, casser déjà les stalagmites, les installer, etc., que des foyers, pas d'outils, pas d'ossements d'animaux, bref, ce n'est pas un habitat. Donc on s'interroge. Alors évidemment, on se pose des questions. Pourquoi? Quel était éventuellement? Est-ce que c'était un lieu où il y a eu des rituels, où il y a eu qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est pas un lieu de vie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, et c'est pas du tout remis en question. Au contraire, même les travaux s'affinent. Et justement, j'en profite. Nous sommes deux collègues là du muséum pour vous inviter à venir au musée de l'homme, qui est muséum. Donc on fait une grande exposition en ce moment sur Néandertal qui va ouvrir le 28 mars. Et donc là où on va montrer justement la représentation donc, de ces structures. Et ça, c'est passionnant parce que ça montre que les Néandertaliens avaient déjà des pensées dites symboliques, métaphysiques, etc., qu'ils avaient une cosmogonie qui nous échappe, bien entendu. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette découverte est fondamentale. Merci beaucoup, Olivier. Oui, comme tu le soulignais tout à l'heure, la science ne s'arrête pas le 31 décembre 2017. La science continue, et on a demandé à Camilla et à Juliette les événements attendus en 2018. Oui, c'est toujours difficile de savoir ce que la science nous réserve. Par contre, on connaît les missions spatiales prévues en 2018. Et oui, Camilla, cette année, cap sur Mercure avec la sonde Bepi Colombo. C'est une sonde qui va nous permettre de remonter aux origines du système solaire. Et on aura une petite pensée pour Giuseppe Colombo qui effectua les calculs qui nous permettront de nous envoler vers la première planète du système solaire. Mais que Mars ne soit pas jaloux, parce qu'on va encore y retourner avec la NASA. La mission s'appelle InSight et elle étudiera la structure interne de la planète rouge. Les scientifiques espèrent que ce sera une des dernières missions sans humains à leur bord. Et toi, Camilla, qu'est-ce que tu as à côté mission spatiale? De mon côté, je t'ai dit qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Bennu, qui pourrait entrer en collision avec la Terre en 2175. On va mieux les connaître cette année à l'aide de la sonde américaine OSIRIS-REx, qui va prélever quelques grammes de poussière de sa surface avant de revenir sur Terre. Mais c'est aussi une sonde spatiale, t'as rien côté humain? Oui, si tout va bien, cette année, pour la première fois depuis la mission Apollo 17 en 1972, des êtres humains vont aller au-delà de l'orbite terrestre. Il s'agit de 2 personnes privées choisies par la société SpaceX. Ils seront les premiers touristes de l'espace. Quelque chose à ajouter à notre programme spatial? Si je te dis trou noir, à quoi tu penses? Un trou noir? Moi aussi. En vrai, personne ne sait à quoi ça ressemble un trou noir. Personne, jusqu'au télescope à événement d'horizon. C'est un télescope qui permet de voir un trou noir, enfin qui nous permettrait de photographier un trou noir. Et la résolution est telle qu'on pourrait y voir une orange sur la Lune. En tout cas, moi je suis bien contente qu'il y ait autant de missions spatiales parce qu'avec tous les dérèglements climatiques qu'il y a, j'aimerais bien quitter la Terre.
Bon, j'espère que non. On va voir ce qui va se passer à la 24e conférence annuelle de l'ONU sur les changements climatiques. Cette année, la COP24 se tiendra en Pologne, à Katowice, et aura comme but principal la prise des décisions nécessaires à la mise en œuvre des accords de Paris. Camilla, si je te dis réchauffement climatique, à ton avis, qui aurait bien aimé que les icebergs aient fondu? Je ne sais pas. Le Titanic. Tu rigoles, mais tu sais qu'en 2018, on va assister au voyage inaugural du Titanic 2 de la Chine à l'Inde. Le paquebot est une réplique presque exacte, sauf pour ce qui concerne les mesures de sécurité, du célèbre Titanic qui a coulé en 1912. On remplace les vieux par les neufs, en fait. Un peu comme nos ordinateurs. Cette année, c'est l'arrivée des ordinateurs quantiques. Ça s'inspire de la physique quantique et ça permet de calculer en une seule seconde ce que nos ordinateurs actuels calculent en 10 000 ans. Rapide, hein? Google, IBM ou encore la NASA sont sur les starting blocks avec leurs prototypes. C'est comme ça qu'on fait du neuf avec du vieux. Mais, tu sais, on fait la même chose avec nos gènes pourris. En 2018, pour la première fois, la technologie CRISPR sera utilisée chez des patients atteints de thalassémie, une pathologie du sang. Les ciseaux génétiques sont capables de couper et coller l'ADN. Et voilà, vous avez un petit avant-goût de ce qui nous attend en 2018 et à l'année prochaine. Merci. Voilà, je voudrais remercier avant tout nos invités d'avoir eu la gentillesse de venir cet après-midi pour cette grande première rétrospective 2017. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus aussi. Bon, on peut prendre des questions, pas toutes, mais voilà, c'est comme ça. Et puis merci, bien entendu, aux étudiantes et aux étudiants qui ont bossé avec nous et à Olivier. Merci.